Diaspo TV vous présente l'intervention du ministre Éric Cahet, président de l'AIRD, lors de la rentrée politique de la délégation AIRD France le samedi 24 février 2018 à Montreuil, en présence du RPCI AC, de la FIDOP, de l'UNG, du NPR, du COGEP, du FPI, du PDCI et tant d'autres partis et associations. Le thème était de la véritable réconciliation à la mise en place d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Très chers frères et sœurs, Monsieur le Président Stéphane Guipré, Président de l'UNG, Monsieur le Vice-président de l'UNG, Monsieur le Président de la FIDOP, Monsieur le Président Pascal Lobo, Monsieur le Président Christian Babé, très chers camarades du PDCI, dont la présence a réjoui dans le cœur, Monsieur et cher cadet Diaby Youssouf, représentant le cabinet du ministre Bleu Goudé. Je voudrais aussi au passage saluer un ami tchadien de la lutte, parce qu'ils sont nombreux ici, à être venus au soutien. Merci. Il est le président d'une formation politique tchadienne. Nous sommes tous ensemble à l'AFPA, l'Alliance des forces progressives pour l'Afrique. Christophe Massamba est là aussi, je suppose. Christophe Massamba est de la RDC. Il est venu nous apporter son soutien en tant que parti politique de la RDC. Et il y en a plein d'autres, je ne sais pas si je les ai tous vus arriver ici, dans cette salle-là. Merci donc à tous pour votre présence. Et donc nous sommes partis rendre visite au président Médier pour lui dire que son rôle était éminemment grand en Côte d'Ivoire. Et que ce qui s'est passé a pu se passer pour diverses raisons. Mais qu'il était aujourd'hui important qu'il fasse en sorte qu'il retrouve son rôle de patriarche de la nation. Et qu'en tant que tel, il puisse permettre à la Côte d'Ivoire de repartir d'un bel applan. Monsieur le délégué, je vous prie de transmettre ces messages aux instances du PDCI et de dire qu'on peut chavirer une fois. Se relever et repartir d'un bon pied est ce que l'on entend de lorsque cela est arrivé. Et je voudrais en même temps dire à nos amis de la LMP, il y a un proverbe africain qui dit que lorsque tu conseilles à la gazelle de ne pas manger le combo de ta plantation, demande aux feuilles de combo de ne pas être si luxuriante, parce que c'est parce que c'est luxuriante qu'elle attire la gazelle. Alors, soyons indulgents et tolérants comme certaines personnes l'ont dit avant moi ici. Nous avons besoin aujourd'hui d'être majoritaires, c'est-à-dire d'être 50% plus une voix. Si nous restons entre nous, en disant que les autres nous ont fait tellement de mal que nous ne pouvons pas les attirer, que nous ne pouvons pas leur donner la main pour travailler ensemble, nous n'irons jamais au pouvoir et tout ce que nous dirons, ça ne sera que des slogans qui n'auront aucun effet et aucun objectif. Alors, j'ai entendu quelques murmures dans la salle lorsqu'on en parlait du délégué du PDCI, lorsqu'il intervenait. Mes amis, si on est pro-Bako, c'est qu'on est des gens tolérants et que cette tolérance-là doit nous porter vers des valeurs républicaines. Et je termine mon anecdote par juste un petit exemple. Laurent Gbagbo était à table un jour quand un ministre RDR qui avait des propos désobligeants sur la place publique a demandé à le rencontrer. Beaucoup parmi nous qui étaient dans la salle avons dit non, le président lui, il ne peut pas venir ici. Il dit bon, il y a 2 pavillons à la résidence. Il y a un qui est privé, qui est pour vous. Vous pouvez rester là pour manger. Moi, je vais le recevoir dans les instants et dans les bureaux de la République, parce que dans les bureaux de la République, je n'ai pas de ségrégation à faire. Et si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est là où il est, c'est parce qu'il a eu un idéal républicain très fort, qui faisait qu'il ne pouvait pas laisser sur le bord de la route d'autres citoyens. Il n'était pas capable d'être nourri de haine. Il n'était pas capable d'être nourri de vengeance. Et c'est cela aujourd'hui qui fait que les témoignages contre lui, au lieu d'être à charge, deviennent à décharge. Et que le monde entier découvre ce que c'est que l'homme. Finalement, c'est à moi qu'il a dit.
à La Haye. J'aurais bien voulu jouer de ma liberté à cet âge et jouer avec mes enfants et mes petits-enfants. Mais si l'histoire m'a choisi pour porter les charges du changement, je suis prêt à l'assumer. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Pourquoi nous sommes à EDS? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque nous faisions des mouvements, de CNC, de ceci, de cela, chacun arrivait avec son calendrier particulier et son agenda personnel. Nous sommes assis, nous avons fait le décompte de ceux qui voulaient le changement pour la Côte d'Ivoire dans un pays rassemblé, réconcilié, où il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, si ce n'est que sur le plan géographique, mais sur le plan des peuples, nous sommes un seul peuple. Et nous avons fait le tri pour aller chez chacun individuellement et lui dire, toi, tu me ressembles, viens qu'on se mette ensemble. Et on a fait ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Donc, Aniana, le nom de notre organisation porte en lui-même notre projet de société et nos ambitions. Et nous avons choisi Laurent Gbagbo pour référent politique afin que chacun n'ait pas son agenda à part. Et que nous puissions marcher donc d'un même pas en étant différents, en ayant des ambitions qui sont des ambitions légitimes, mais en faisant en sorte que nous soyons dans la dynamique de construire une nouvelle Côte d'Ivoire après les étapes de la politique. Nous avons placé notre thème sur d'une véritable réconciliation à un état de droit en Côte d'Ivoire. Nous voulons dire aussi que pourquoi la réconciliation? Tout a été dit, c'est vrai. Parce que depuis 1980, la Côte d'Ivoire est en crise sous diverses facettes. La crise a été économique. Ensuite, elle s'est transformée en une crise militaro-politique. En 1999, avec le coup d'État. L'espoir né de l'élection démocratique du président Laurent Gbagbo en 2000 s'est très vite transformé en cauchemar avec la rébellion de 2002 qui avait commencé et qui a duré jusqu'en 2011. Cette crise post-électorale dont nous connaissons les effets aussi néfastes. Il y a eu quoi? Il y a eu une véritable guerre qui a embrasé tout le pays. Il y a eu de nombreuses pertes en vie humaine, les exactions contre les populations, les arrestations arbitraires, les viols de nos mamans et de nos sœurs, les exécutions extrajudiciaires, les pillages systématiques des biens privés et publics, les expropriations plutôt forcées, l'occupation de force des domiciles privés, des villages incendiés ou occupés par des combattants armés, des populations contraintes de vivre plusieurs mois en brousse, exposées aux intempéries, à la faim et à la maladie, des centaines de prisonniers politiques. Et ce terme de prisonniers politiques, dont on interdit l'utilisation en Côte d'Ivoire, figure dans les documents des dizaines de milliers d'exilés. Une justice de vainqueurs. Et à la poêle, et à la fin, à Diopé, en mars 2011, un génocide. Suivi ensuite des événements de Namibie, largement documentés sur les sites de l'ONU. Donc il n'y a rien de nouveau que l'on ne sache déjà. Conséquence des conséquences, on ne s'est pas arrêté là, à cette politique de haine, qui aurait pu se comprendre en disant, on est dans le feu de l'action, on a fait des dégâts, nous le regrettons, revenons donc autour de la table, rassemblons-nous et sauvons tous les Ivoiriens. Exactement. C'était tout. Non, on dit non, on va encore remettre une autre couche. Il faut que Laurent Gbagbo soit à La Haye. Laurent Gbagbo à La Haye, il faut que Blé Koudé le suive. Quand nous parlons de haine, c'est ce que nous appelons de la haine. Et cette haine-là, nous ne voulons pas la suivre. 7 ans, aujourd'hui, après l'arrivée au pouvoir du RDR, il est grand temps que nous puissions faire un bilan de nos échecs pour engager de nouvelles perspectives. Donc, les initiatives de réconciliation ont été institutionnelles avec la CDVR, dont les résultats d'enquête n'ont pas été portés à la connaissance des Ivoiriens, afin que chacun de nous puisse faire le deuil de ce dont il a souffert. Mais au mieux, ces résultats auraient pu me convaincre, moi, Kaïri, de ce que j'ai pu faire et pour lequel on me demande de demander pardon à la nation, si ce n'est un pardon du vainqueur qu'on demande au vaincu. C'est convaincu de ma faute, convaincu de mon péché, que je peux, par repentance,
Demandez pardon, non seulement au Seigneur, mais demandez pardon à celui que j'ai offensé. Et nous sommes donc dans cette situation pour que, aujourd'hui, certaines initiatives se prennent. Mais le regret que moi j'ai profondément, c'est que, en utilisant juste une communication, les caciques et les extrémistes du pouvoir donnent l'impression de vouloir de la réconciliation. Mais au plus fort d'eux, ils n'en veulent pas. Et c'est cette réalité qu'il faut faire découvrir au monde. C'est cette réalité qu'il faut exposer. Non pas, je le dis toujours, avec de la haine ou de la colère, mais qu'il faut exposer pour qu'ils comprennent enfin que cette réconciliation est une nécessité pour tous. Aujourd'hui, des mairies sont brûlées. Aujourd'hui, des forces de l'ordre sont lynchées et tuées par des populations. Mais cela, c'est le symbole de l'absence totale de confiance entre les populations et les forces de l'ordre là, aujourd'hui. Mais c'est ça, la situation de blocage en Côte d'Ivoire, qui commande donc, à notre avis, que la réconciliation est nécessaire. Mais mieux, les lignes bougent. Je ne parlerai pas des Mediapart sur le procès en cours à La Haye. Michel Larive, le député français, qui est récemment allé dans une mission en Côte d'Ivoire, à son retour, a organisé ici à Paris une conférence de presse pour décrire la situation. Et il a bien parlé des prisonniers politiques. Il a bien parlé des conditions de leur détention. Mais surtout, il a parlé des facteurs de blocage qui ne permettent pas aujourd'hui d'apaiser la situation en Côte d'Ivoire. Notamment les injustices qui sont faites au Gbagbo, notamment les détentions illégales qui sont faites. Mais il a surtout parlé, il a aussi parlé de la CEI. La CEI qui a fait l'objet d'une plainte d'une ONG auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une instance de l'Union africaine, une institution de l'Union africaine. Dr Boga, qui est mieux averti dans ce domaine, pourra vous en parler. Mais lorsque vous êtes partie prenante à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ces décisions sont insusceptibles de recours. Ça veut dire, en français simple d'agamé, si la décision est prise, c'est comme celle du Conseil constitutionnel, plus personne ne peut la lever. Mieux, la Côte d'Ivoire n'a pas été absente au départ. Elle a envoyé 2 avocats pour plaider la cause de la CEI. Malgré la présence de ces avocats et malgré toute la plaidoirie, la Cour a estimé que la CEI avait violé la Charte africaine des droits de l'homme et qu'elle a privé le citoyen ivoirien de la liberté de choisir ses représentants. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. De ce fait, la décision, elle est suffisamment documentée. La Côte d'Ivoire a demandé, comme il n'y avait pas de recours, elle a demandé un arrêté d'explication. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? La Cour encore lui a expliqué ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que les citoyens ivoiriens là, ils ne sont pas traités de façon égalitaire et que la Cour, la CEI est déséquilibrée en faveur des clans. Si vous dites que vous êtes les plus forts, que vous êtes la majorité et que vous êtes soutenu par l'ensemble de la communauté internationale, que vous avez des croissances à 14 chiffres, que vous avez tout ce que vous voulez, alors le peuple dans ces conditions vous choisira de façon libre et démocratique. Pourquoi alors dans ces conditions s'accrocher à une CEI décriée à travers le monde entier? Mieux. Et c'est un développement que nous faisons de façon pédagogique. Mieux. Hier, à Marcoussis, nous avons estimé que l'accord de Marcoussis, qui était signé par des partis privés, partis avec ES, donc par des partis politiques qui sont des partis privés, pouvait s'imposer à un État parce qu'il avait été endossé par l'ONU. Et on a fait un débat d'une dizaine d'années là-dessus. Aujourd'hui,
Ce n'est même pas des partis privés. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est partie prenante de l'Union africaine. Elle est partie prenante de la charte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lui dit, à partir de juillet 2016, je te donne 1 an pour réformer ta CEI. Et toi, tu dis, non, je vais prendre donc une ordonnance pour faire en sorte que les élections sénatoriales soient organisées. Mais cette ordonnance, elle est prise sous quelle forme? Il y a une loi d'habilitation qui permet donc au président de la République de légiférer par ordonnance. Mais en matière de gestion économique pour 2018, les lois organiques, qui sont des lois essentielles, qui ne peuvent que être traitées au niveau de l'Assemblée nationale, ne peuvent pas être traitées par voie d'ordonnance. Est-ce que le dire, ce n'est pas aimer son pays? Est-ce que le dire, c'est faire en sorte qu'on soit contre quelqu'un de particulier à Abidjan? C'est au contraire bâtir une nation qui prépare l'avenir et qui fait en sorte que nous soyons dans l'équité et dans la justice. C'est de faire en sorte que nous puissions bâtir, comme le souffle le vice-président Boga, un état de droit. Parce que c'est l'état de droit qui est la meilleure garantie de stabilité politique et sociale pour un pays. Il n'y a pas autre chose. Nous disons également que la réconciliation, ce n'est pas ce que l'on peut penser. C'est-à-dire une plaidoirie pour l'impunité, parce que nous aurions été dans une situation d'éventuel délit. Non. La réconciliation, c'est la restitution du droit, non seulement aux opposants, mais aussi aux gouvernants, aux partisans de l'opposition et aux partisans du gouvernement. Pour que, comme cela se fait en mathématiques, vous avez des actions qui vous permettent donc de partir d'un certain nombre de prélats établis, dont vous déduisez des règles. Si vous prenez la géométrie euclidienne, elle vous dit que lorsque vous prenez un point en dehors d'une droite, il ne lui passe qu'une seule droite qui lui soit parallèle. Elle vous dit en même temps que la somme des triangles, que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Ça veut dire que de tout ça, vous allez déduire un certain nombre d'enseignements que vous ne pourrez plus décrire, que vous êtes dans une autre géométrie. Si vous avez décidé de choisir de vivre sur une parcelle de terre sous le régime d'un État démocratique et républicain, vous avez cessé dans ces conditions de vous bâtir sous le régime d'une monarchie, même constitutionnelle. À partir de ce moment, Stéphane Guipré est d'une certaine région, mon frère du PDCI est d'une certaine région. Là-bas, on se marie d'une certaine façon. Là-bas, on traite les problèmes d'héritage d'une certaine façon. Chez moi aussi, on traite les problèmes de succession d'une certaine façon. Et c'est parce que ces façons sont tellement différentes que nous avons décidé de faire en sorte que nous puissions nous mettre sous la bannière de la République pour fonder une constitution et des lois qui en découlent, qui nous vont permettre de vivre ensemble. Quand j'irai à Fangolo ou à Guitrizon, dans mon lopin de terre, je pourrais faire appliquer des dispositions légales, constitutionnelles, coutumières, mais qui n'intéressent que moi et ma famille, qui ne peut pas s'opposer à quelqu'un d'autre. Dès lors que nous avons décidé de vivre dans une république, nous sommes bâtis autour de la même communauté d'histoire et de destin. Et cette communauté d'histoire et de destin ne peut pas s'accommoder du rattrapage ethnique. Qui ne veut rien dire. Elle ne peut pas s'accommoder du rattrapage ethnique parce que nous avons décidé d'être ensemble et d'être égaux. D'aller à l'école ensemble et que le plus méritant soit ingénieur et que le moins méritant soit des fonctions qui sont valorisantes pour lui aussi parce qu'il a choisi de faire ça. Moi, en discutant avec Gadi Seli, je lui disais, Saint-Joe, moi quand vous chantez là, je ne sais pas comment vous faites pour mettre tout ça en musique et puis c'est bon à l'oreille. Parce que moi, même quand je prends un cantique de l'église là, mon voisin me regarde. Et lorsque je prends
un ballon de football tout jeune que j'étais, je n'ai jamais su jongler une balle. Quand les gens jonglent le ballon, moi je ne sais pas jongler. Il dit, moi c'est une grâce, je sais faire les deux. Mais nous avons chacun nos valeurs, nos mérites. À l'intérieur de cette république-là, Gadji Séni peut vivre de son art. Même si parfois, il peut arriver à des concerts de la LNP sans recevoir des perdièmes, mais ça fait partie de sa vie. Et un autre ingénieur peut vivre de son talent d'ingénieur. C'est cette république que nous appelons de tous nos voeux. Ce n'est pas non plus, la demande de réconciliation n'est pas une demande de quémandeur. Elle n'est pas non plus une complète d'opposants en mal décrit extérieur. Qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation, c'est une démarche républicaine pour ceux qui veulent penser non pas à aujourd'hui et à leur ventre, mais qui veulent penser à demain, pour que nous puissions laisser le pouvoir partir sur la valeur de l'humain. La réconciliation, c'est l'appel au fonctionnement d'un état de droit. C'est l'exigence d'une nation, comme je vous l'ai dit, en tant que communauté d'histoire. Si on a été très unis en 1960, c'est parce que nous sommes tous battus contre l'occupation coloniale et que cela nous a forgé un destin national. Mais lorsque certains décident de prendre des armes, d'éventrer la République, d'éventrer les fils de la République, et qu'ils veulent nous imposer ça comme étant les valeurs essentielles de marche de la République, nous ne pouvons pas continuer de l'accepter. Et c'est pour cela que la mayonnaise ne prendra jamais. Elle ne prendra jamais parce que nous avons tous été éduqués, formés, mais nous sommes tous habités de l'esprit de Dieu, donc d'un esprit de justice. Et cet esprit de justice-là ne peut pas accepter que les anti-valeurs soient prises pour être le modèle. Vous pourrez avoir plein d'argent pour vous en imposer à une partie de la population, c'est possible. Vous pourrez corrompre quelques nécessiteux, c'est possible. Mais lorsque vous allez vous retrouver face à des gens comme Boga Sako, vous allez savoir que votre chemin s'est arrêté. Parce qu'il suffira, lors d'un débat par exemple, qu'on vous rappelle les gendarmes de Boaké, qu'on vous rappelle des faits d'une banalité, qu'on vous rappelle que quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a jamais fait un CV, qui n'a jamais rendu compte à un patron, soit multimilliardaire. Est-ce que c'est un système de valeurs qu'il faut promouvoir ça? Voilà, Koto Yao disait, quand on a été médecin et qu'on n'a pas connu de soigner le paludisme sans instrument biologique, c'est ça qui fait la force de nos médecins. C'est-à-dire, vous venez ici à l'hôpital, dans l'hôpital français, on vous fait une prise de sang, on envoie 4 boules là qui sont pleines, on dit attendez 1 heure, 2 heures, le gars a tout le tableau de bord pour vous soigner. Mais nous, nos médecins, là, quand il reçoit quelqu'un là, il a juste la fièvre. La fièvre là, ça donne lieu à combien de diagnostics? Il est obligé de taper dans le lot pour finir avec et la fièvre et les autres possibilités de maladies. Nos médecins qui peuvent diagnostiquer une appendicite sans échographie, c'est qu'ils sont forts. Quand on n'a pas fait ça et qu'on passe juste de l'école à des postes ministériels pour gérer de gros ministères, on n'a pas la capacité d'anticiper. Et c'est ce que nous ne voulons pas, nous. C'est ce qui permet de ne pas gaspiller les ressources humaines de la réconciliation. Un pays en sous-développement que vous voyez, qui a besoin de toutes ces ressources, quand le directeur du bulletin peut être en exil, quand Arsène Touo peut être en exil, quand plein d'entre vous comme ça peuvent être en exil, ils profitent peut-être pour bien se former et préparer l'avenir, c'est peut-être la seule chance que vous avez. Mais derrière ça, le pays se développe avec quoi? Alors, nous pensons donc que c'est cela qui nous permet aujourd'hui d'appeler à la réconciliation. Mais aussi nous appelons à la réconciliation, pourquoi?
Parce que lorsque un pouvoir n'est pas accepté par une grande partie de son peuple, il va s'appuyer sur une autre partie. Ce que Akoto disait aussi à Bédier en son temps pour dire on ne peut pas gouverner et tout en s'appuyant sur une partie du peuple. Vous devenez systématiquement l'otage de ceux sur lesquels vous appuyez. Si vous en devenez les otages, vous affaiblissez les institutions dans lesquelles vous êtes. Parce que, au gré de leurs humeurs, ils pourront donc dans ces conditions faire de vous ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a eu autant de mutineries en Côte d'Ivoire que sous cette ère sans réconciliation? Raisonner ainsi, à notre avis, c'est faire en sorte que nous puissions préparer l'avenir, c'est cet avenir que nous voulons vraiment préparer. Mais, c'est une illusion de croire que, en agissant ainsi, on protège mieux son pouvoir. C'est vrai, peut-être temporairement. Si aujourd'hui, moi je me dis, bon, moi je suis ce nouveau de Korogo, les gars, si je ne suis pas au pouvoir, les gens vont venir vous massacrer ici. Dès que je suis menacé, le Sulifou ne se posera même pas de question de savoir si j'ai raison ou non, il va venir me défendre. C'est vrai. Mais au bilan, à un moment donné, il va se lasser pour espérer mieux et comprendre ce qui se dit. Et en comprenant ce qui se dit, il finira par me lâcher. Et une fois que je suis lâché, c'en est fini de moi. Vous avez vu le départ de Jacob Zuma en Afrique du Sud. Dès que Jacob Zuma a rendu sa démission, tous les gros titres, les médias stream ont commencé à titrer sur toutes les affaires qui pendaient à ses pieds. J'étais surpris par ça. Quand Ben Ali est tombé en Tunisie, on a su qu'il était un dictateur. Pourtant, tous les chiffres du FMI sur Ben Ali étaient les plus favorables du monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui est adulé par une certaine presse. Je ne suis pas sûr que lorsque le vent de l'histoire tournera, on ne ressortira pas des dossiers. La famille Gupta, en Afrique du Sud, a été considérée comme celle qui permettait à Zuma de nommer des ministres, de dégommer des ministres, d'être aux affaires, de prendre l'économie du pays en ses mains et d'être un affairiste. Mais est-ce que l'image est différente dans certains pays africains? À partir de ce moment-là, le dire à nos dirigeants, c'est préparer aussi leur propre avenir pour qu'ils aient une sortie honorable. Moi, j'ai rencontré un fonctionnaire du FMI qui m'a dit, nous, pour placer un fonctionnaire dans un pays, on pensait qu'économiquement ça pouvait aller, mais ça n'a pas marché. Et il m'a cité le cas du Togo, il m'a cité le cas du Bénin, et il dit en Côte d'Ivoire où on avait le plus grand potentiel de réussite, économiquement, on n'est pas sûr de pouvoir réussir. Je lui ai dit, les politiques d'ajustement structurel sont des politiques basées sur le capitalisme sauvage. Et que tant qu'elles seront le nerf de votre politique de développement, vous ne réussirez jamais. Si j'avais été militant du RDR, j'aurais fait en sorte que mon mentor, par sa carte de visite, par son carnet d'adresse, puisse rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire par les grandes portes, et que je ne l'encourage pas à la haine, et que je n'encourage pas la politique de rattrapage ethnique, et qu'en passant les rues, il puisse être applaudi comme étant celui qui a transformé ces pays avec le potentiel qui était le sien. Regardez le PPTE, obtenu de haute lutte par Laurent Gbagbo, qui aurait pu dire, moi je gère le présent, je gère mon élection, je prends cet argent pour bien m'équiper. Non, il a préparé l'avenir pour que celui qui viendra après lui, que ce soit lui ou que ce soit pas lui, puisse bénéficier du PPTE. Dans le seul contrat de désendettement pour le développement, la France a investi ces dernières années 1200 milliards de francs CFA. Si moi je suis président de la République d'un pays, vous me donnez 1200 milliards en remboursement cadeau comme ça, ce n'est pas peut-être 2 ponts que je vais construire, c'est la Côte d'Ivoire que je vais transformer de façon qu'elle est en vie. Oui, notre
souhaite donc dans ces conditions de faire en sorte que nous puissions bâtir un État républicain et net. Et c'est ça que nous voulons une réconciliation pour avoir un État de droit dans lequel chacun va se promener librement, chacun va entreprendre librement, chacun n'aura pas peur du voisin. Avoir peur du voisin, ce n'est pas républicain. Lorsque vous allez dans une mairie française, allemande ou espagnole, ce dont nous voulons nous inspirer, on ne demande pas la couleur politique avant de vous établir un document. Mais quand vous avez une association, on ne vous demande pas quelle est la couleur politique de votre association, qui vous soutient, qui vous sponsorise, avant de venir à cette, avant de vous apporter l'aide pour le mériter. Donc les risques de demain sont nombreux. Et c'est pour ça que nous appelons une réconciliation véritable. Dans le compte rendu du dernier Conseil des ministres qui a eu lieu le mercredi, le chef de l'État, prenant enfin la gravité de la situation de son pays, la situation de crise profonde entre les populations et les institutions, a promis un message à la nation. Nous espérons que ça sera le point d'un nouveau départ. Et de notre lieu d'exil, dans notre grande misère, nous lançons un appel solennel au gouvernement afin que de ce malheur, nous sortions plus forts, nous sortions plus renforcés, nous sortions comme une nation. Oui, tout en condamnant les tueries des gendarmes et les incendies des symboles de l'État, nous devons noter que lorsque certaines institutions de l'État sont incarnées par ceux qui hier ont éventré la République et ses enfants, les symboles de l'État deviennent une proie facile pour le peuple. Tout en condamnant toute forme de violence. Nous voulons en combattre les causes et dire que le rattrapage ethnique est une politique assumée, l'éternelle majorité de ceux qui subissent la politique discriminatoire ne se reconnaît pas dans les symboles ségrégationnistes. Tout en invitant les populations à se détourner de cette tendance à se faire justice, nous appelons à la cessation de la justice des vainqueurs qui fragilise nos institutions et fait de notre justice le bras séculier de la politique de la haine. Notre pays est prisonnier de la haine. Tout en regrettant que certains paysans se livrent à la vente de leurs produits agricoles dans les pays voisins, nous regrettons que la fiscalité et la parafiscalité fassent de ces paysans des métayers de l'État comme à l'époque ancienne en France. La cherté de la vie, la paupérisation galopante d'une frange de plus en plus grande de la population commande la répartition équitable de notre croissance tant vantée en lieu et place de la corruption et des marchés de gré à gré. Si nous voulons le respect de nos institutions, faisons cesser la politique de l'inversion des valeurs. Faire des rebelles, des officiers supérieurs d'une armée nationale, faites d'eux des cibles faciles de la colère de ceux qui veulent primer et narguer avec des richesses acquises dans des conditions d'opacité connues. Nous continuons de toujours prévenir et de lancer des alertes, sans haine, sans passion, en espérant que nous serons un jour attendus, parce que c'est Félix Houphouët-Boigny qui disait que la plus petite goutte d'eau, à force de tomber sur un rocher, finit par l'ébranler. Oui, pour la paix sociale, nous invitons le gouvernement à ne pas se substituer aux institutions et à l'État. Il ne doit pas non plus détourner une loi d'habilitation pour la gestion économique pour faire des sénatoriales et faire le passage en force sur la CEI. L'absence de réconciliation, nous l'avons dit, est également un frein à l'emploi des jeunes. Nous avons dit tout à l'heure le lien entre l'absence de réconciliation et les mutineries. Vous avez une absence de réconciliation, vous avez donc des mutineries. L'argent qui a été investi dans les mutineries aurait pu servir à des politiques de l'emploi jeune, aurait pu servir à des politiques de sécurité, aurait pu servir à des politiques de santé. Et c'est cela notre regret le plus profond. Et c'est pour ça que nous en parlons en tant qu'Ivoiriens. Oui, en lieu et place de ces politiques, quand on a fini de distribuer des milliards pour des mutineries, on ne peut que cacher le soleil avec le doigt, distribué par la main, en disant que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Oui, cela ferait pâlir d'envie
bien des pays développés. Mais c'est aussi de la manipulation en utilisant des définitions, en utilisant un certain nombre de chiffres, en utilisant des mécanismes. Nous savons que dans la communication, reconnaissons au lièvre qui court plus vite. Ce pouvoir connaît les codes de communication. Il connaît les codes de la gouvernance internationale. Il connaît les codes de ce qu'il faut dire à gauche ou à droite pour paraître bien. Mais ce qu'il ne connaît pas, c'est les codes de la réalité du terrain. Chers amis, je voudrais terminer par mes vœux de meilleur, de bonheur et de santé personnelle pour vous, pour votre famille. Par mes vœux de restauration d'une démocratie plurielle, fraternelle, engagée en Côte d'Ivoire. Mes vœux à vous tous, à la prospérité de vos partis politiques, à la réalisation de vos ambitions, en sachant très bien que l'aîné pour les uns, le frère pour les autres, le cadet pour les très rares parmi vous ici, se prête à cette dynamique unitaire pour que nous puissions tous continuer ensemble. Ce que je n'ai pas cité, c'est parce que je ne voulais pas abuser de la patience des autres, mais aussi de leur propre patience. Je voudrais vraiment vous dire que ça a été un moment de bonheur pour moi. Merci pour l'enseignement, merci pour la leçon. Merci donc pour nos prochains retrouvailles avec le grand capitaine Laurent Gbagbo et le capitaine Alassane Kanouté. Les ennemis de mon pays, là, non, échoué, échoué. Ils ont échoué, ceux qui voulaient nous diviser, ils ont échoué, échoué. Ils ont échoué, ceux qui voulaient tuer Gbagbo, échoué. Ils ont échoué, ceux qui voulaient tuer Bensouda, échoué. Celui qui s'était sur la politique, celui qui réponse, Amen. Celui qui